Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'OM Talking Geneva. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine pour parler de notre club, de l'actualité, de l'Olympique de Marseille sur le terrain et en dehors du terrain. Vous n'allez rien rater, bien sûr, comme chaque semaine. Pour m'accompagner et pour parler de l'OM, j'ai trois passionnés avec moi. Tout d'abord, Raph, salut à toi Raph, comment vas-tu? Écoute, ça va, soirée difficile hier soir quand même. Soirée difficile, on va y revenir bien sûr. Nous sommes également avec Christopher. Salut à toi Chris. Salut, ouais, soirée désespérante hier soir, mais bon, on se remet, hein. Soirée désespérante et je suis sûr qu'elle a été également pour Richard, notre Marseillais local à Genève. Bonsoir à tous, je vais très bien, mais par contre, ce soir, j'allume, comme d'habitude. On sait que tu vas allumer et on compte sur toi pour nous donner tes meilleures analyses et tes meilleures impressions. Et nous serons ce soir avec un véritable passionné de l'Olympique de Marseille qui suit le club au quotidien. Je veux parler de Samuel Massilia. Salut à toi Samuel. Salut les gars, comment ça va? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de te recevoir, vraiment. Alors, je vais rappeler à nos auditeurs un petit peu ton parcours. Donc, tu es chroniqueur actuellement à Radio Star dans l'émission Mon OM à moi avec un certain René Malville. Exactement, avec Émilie Fargier également et César Léoni qui anime l'émission. On a toujours un plaisir à t'écouter, mais tu as un parcours quand même qui est très riche malgré ton jeune âge, parce que tu es passé également par OM TV, par Provence TV, et tu as également un site internet, samuelmassilia.com, où tu parles de ta deuxième passion qui est le cinéma. Ouais, je donne la parole à tous les artistes depuis 3 ans, chanteurs, acteurs, réalisateurs, humoristes, et je leur donne encore plus aujourd'hui en ces temps compliqués pour eux. Bah, c'est une très belle initiative de ta part. Et pour être complet, tu suis également Trotti Exactement, bien sûr. Qui est en plus basé en Suisse. Donc voilà, si jamais il passe sur le talk, une grosse bise à mon pote Nico. Allez, ça sera fait avec plaisir. On va découvrir tout de suite le programme de cette émission. Alors, on va revenir dans un premier temps avec toi, Chris, sur le débrief du match contre le LOSC, défaite malheureusement 2-0 de l'Olympique de Marseille. En deuxième partie d'émission, le verdict de Raph qui nous dira finalement un vrai coach, c'était urgent. En troisième partie d'émission, pourquoi tu marronnes, Richard qui reviendra sur le contenu de ce match, le top et le flop avec Chris, le jeu des pronos Canet-Roussillon OM, ça sera dimanche en Coupe de France, le dossier de la semaine Marseille, c'est l'Argentine bébé. Et en dernière partie de l'émission, les questions à notre invité du jour que vous connaissez maintenant, c'est Samuel Massilia. Allez, on commence tout de suite cette émission avec toi, Chris. On va rentrer dans le vif du sujet, parler de ce match perdu contre le LOSC 2-0. Donc, déjà, pour revenir sur ce match, c'est pas terrible du tout. Ah non, pas terrible, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Alors, tiens, on va vous laisser là, à droite, à gauche, je sais pas, on verra au montage. Une petite statistique. Vous savez, ce qui est très à la mode en ce moment dans les stats, c'est l'expected goal. Et regardez le magnifique expected goal, 0,1, voilà, de ce qu'on a fait hier. Et je trouve que j'aime bien cette stat parce qu'elle représente bien l'animation offensive qu'on a été capable de faire hier. Je vais vous donner deux autres stats, moi, qui me rendent complètement dingue. On a fait, donc, Lille a fait 23 tirs, nous, on n'en a fait que 3. Si on passe en tir cadré, ils ont fait 8 tirs cadrés, nous, on n'en a fait qu'un. Vous savez, c'était la frappe là, de Camara, là. Donc, c'était une purge de chez purge de chez purge, quoi. Alors, une purge, Samuel, ça a été aussi le cas pour toi. Ça a été un match un peu ennuyeux avec un faible contenu offensif de la part de nos Olympiens. Ah bah carrément, c'est une purge de plus dans la collection OM. Alors j'ai eu la chance de voir le match hier chez mes amis du Tarpamien, donc la soirée était un peu plus rigolote. Mais c'est-à-dire que week-end après week-end, j'ai du mal à digérer toutes ces performances qui sont indignes de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est une évidence. On ne voit aucun progrès. C'est une équipe qui continue à marquer le pas. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup dérangé hier soir, et c'est le cas avec Nasser Largué, c'est qu'on joue sans ambition. C'est-à-dire que je vois un Thauvin et Payet qui ont décidé de ne pas additionner leur qualité. Donc, Milik, si on peut mettre Lewandowski, il n'aura toujours aucun ballon. Et comme le soulignait Christopher, je suis d'accord, Bouba Kamara, il a 21 ans, c'est lui qui est le patron de cette équipe. Alors, je ne sais pas si c'est normal, mais c'est encore lui qui a la prise d'initiative à chaque fois. Et puis, c'est vrai que si on avait ramené un point de Lille, on s'en serait satisfait mathématiquement, entre guillemets, hein, parce que c'est très douloureux de voir ces matchs-là.
Mais Mandanda, voilà, il y a eu un ballon glissant et on connaît la suite. Alors, tu parles d'avoir ramené un point de Lille. C'est vrai qu'on a défendu pratiquement tout le match. Ce match a commencé, Chris, déjà à la 15e minute avec un changement tactique. Dès la 15e minute, ça arrive très très tôt dans le match. Oui, tout à fait. C'est complètement hallucinant qu'à la 15e minute, on ait déjà eu un changement de tactique. Ça prouve bien vraiment. Enfin, je sais pas comment ils ont préparé le match, mais déjà quand on a vu déjà ce 4-3-3 et on sait très bien qu'on n'a pas une équipe faite pour ce 4-3-3 et on revient et on pensait parce que c'est ça qui est en plus le plus terrible dans cette histoire, c'est qu'on a vu AVB qui était avec son 4-3-3, on se disait ça y est, on n'aura plus de 4-3-3 maintenant, il est parti et boum. Allez, on se reprend un 4-3-3. Et le 4-3-3 a duré 15 minutes, effectivement, avant qu'on repasse en 4-2-3-1 pour essayer peut-être d'éviter peut-être un désastre qui aurait peut-être arrivé plus vite, je ne sais pas. Donc voilà, toujours est-il qu'on est passé en 4-2-3-1 à la 15e minute. Et voilà. Alors, Samuel, tu as été surpris par ce changement tactique qui arrive très tôt dans le match, au bout d'un quart d'heure de jeu, ce qui est peu commun quand même. Écoute, il n'y a plus rien qui me surprend à l'Olympique de Marseille. Je suis d'accord encore une fois avec Christopher. Ce 4-3-3, il n'a jamais été concluant. On n'a jamais vraiment gagné de match avec ce schéma tactique-là. De toute façon, on a assez alargué, je crois que ça a été son 7 ou 8e match. On a eu le droit encore à une composition expérimentale. Il fait avec des bouts de ficelle à chaque fois. Il faut m'expliquer pourquoi un joueur comme Balerdi a été titulaire à la place d'un Lucas Perrin. Sûrement qu'il y a un quota respecté par rapport à son prêt avec Dortmund. Au milieu de terrain, c'était audacieux d'ajouter N'Cham à la paire Gaillet-Camara. J'ai trouvé sa première période plutôt intéressante, même si en face, il y avait de l'adversité, avec deux numéros 6 très costauds, avec André et Soumaré. Mais je pense qu'on peut jouer dans n'importe quelle composition. On parlait du 4-2-3-1. Même Dimitri Payet en numéro 10, je trouve qu'il n'a pas un apport assez suffisant, alors que c'est vraiment le rôle de chef d'orchestre. Il doit distribuer les ballons. Et à chaque fois, le distributeur de ballons de cette équipe, c'est Bouba Kamara. Donc à un moment donné, le minot, c'est normal qu'il arrive à bout de souffle et on ne peut pas non plus lui demander à chaque fois de faire les efforts. Ok. Alors, tu nous parlais de N'Cham, Christopher, justement. N'Cham, pour sa première titularisation, est sorti dès la 45e minute. Voilà, alors ça résume bien, je trouve, notre match quand même. Parce que, effectivement, comme l'a dit Samuel, moi, je trouvais que son match était très correct en première mi-temps. Et puis, il est sorti pour Raoui, voilà, à la mi-temps. Et bon, alors on reviendra tout à l'heure sur les tops et les flops. Mais bon, je ne sais pas si vraiment on a gagné au change. Je n'ai pas compris pourquoi. Pourquoi en plus le mettre sur un côté qui n'est pas du tout non plus, franchement, sa place. Donc, je ne sais pas. C'était incompréhensible ce match. Et je ne comprends pas les rentrées qu'il y a eu. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi N'Cham? Je n'ai pas compris. Donc, toi non plus, Samuel, tu n'as pas compris le changement de N'Cham pour Raoui? Je l'ai compris en fin de match où on a vu que Nasser Alargué a opté pour tout pour l'attaque et on a pris 2 buts. Je pense qu'il avait envie de redonner confiance en Kawi parce qu'il s'est montré intéressant sur les derniers matchs, notamment celui contre Nice. Mais on voit que dans cette équipe, on n'a pas de joker de luxe. On n'a pas ce joueur capable de faire une étincelle individuelle à lui tout seul, de décider du match à lui tout seul, comme un Memphis Depay à Lyon, par exemple. Donc, c'était un peu par défaut. Il ne voulait pas cramer l'entrée de N'Cham dans le 11 titulaire, je pense. Ok, Raph, on t'écoute. Ouais, j'ai envie de rebondir sur ce que vient de dire Samuel. Je pense qu'il aurait fallu amener un peu plus de vitesse et de profondeur. Raoui, oui, ça aurait peut-être été. C'était peut-être intéressant de tester, mais un Luis Enrique, ça aurait peut-être été plus intéressant parce qu'on sait qu'il amène un peu plus de vitesse et de profondeur. Donc là, ça aurait été plus judicieux, je trouve, de la part de Larguet de faire ça. Oui, on a vu que Larguet voulait faire rentrer Luis Enrique en toute fin de match, juste avant, je crois, le premier but du LOSC. Alors, Christopher, il y a eu un changement, un malheureux changement également pour l'OM. C'est la sortie de Dimitri Payet à la 87e. Il sort à la 87e. Lille marque son premier but à la 89e et son second à la 91e, 91 pour nos amis suisses. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai trouvé cet enchaînement assez incroyable de cette entrée de Benedetto qui vraiment comment dire, nous porte vraiment pas à bonheur, particulièrement cette saison. Et vraiment cet enchaînement de buts de Jonathan David, coup sur coup, en fait. Hein, c'est impressionnant. Hein. Et moi, en plus, quelque part, c'est vrai qu'on pouvait un peu aussi peut-être s'y attendre parce que c'était pas, je sais pas vous, quand vous l'avez vécu, quand on s'est pris les buts. Alors, on s'est dit, bah voilà. En plus, on sait très bien en plus que Lille est très bon dans le money time. Ils ont mis quand même beaucoup de buts.
Donc c'est vrai qu'on pouvait un petit peu s'y attendre. Mais bon, on pouvait toujours se dire que les dieux du foot allaient être avec nous ce soir et peut-être au moins sortir avec un nul. Mais bon, voilà, ça en décidé autrement. Samuel, toi, tu n'aurais pas sorti Dimitri Payet? Peut-être que ça reste quand même un joueur important, un cadre. Tu l'aurais pas sorti dans les dernières minutes pour essayer de préserver ce match nul? Non, parce qu'on n'a personne d'au-dessus de lui sur le banc. Et malheureusement, Dimitri Payet, il marche un peu trop à l'orgueil et il a cette mésentente avec lui, avec Florent Thauvin, qui malheureusement fait du mal au club. Je pense que c'est même pas une question de changement, c'est pas une question d'entraîneur ni de tactique, c'est une question de joueurs. Je pense qu'ils sont plus capables de produire ce qu'ils ont fait la saison dernière. Ils sont arrivés à leurs limites et en plus de ça, on ajoute un climat très tendu au sein de la cité phocéenne. Eh ben, on voit que même un gardien comme Mandanda, un capitaine exemplaire, eh ben, il est au bord presque du burn-out. Donc je pense que la situation, elle est plus extra-sportive que sportive. Oui, Christopher. Oui, j'ai une question pour Samuel. Toi, qu'est-ce que tu penses en fait de cette mésentente entre justement entre Thauvin et Payet? Parce que en fait, on a vu en fait en conférence de presse que Payet s'est défendu en disant, en interpellant en fait même un journaliste en disant, bah toi, tu partirais pas en vacances avec tous tes collaborateurs, tous tes collègues. Bah moi c'est pareil. Qu'est-ce que toi tu as pensé déjà de cette façon d'y répondre et qu'est-ce que tu penses en fait de l'influence que ça a dans le jeu et qu'est-ce que ça devrait être en réalité? Qu'est-ce que devrait être la normalité finalement? Alors moi, je ne suis pas un adepte de la normalité, mais en effet, j'ai trouvé sa réponse très bonne. Et pourtant, je ne suis pas du tout fan de Dimitri Payet, mais voilà, je pense que dans toute entreprise, on s'entend avec certaines personnes et d'autres, ben voilà, on reste courtois. Et c'est-à-dire que bon, ils ont dépassé une limite, les deux joueurs, c'est-à-dire qu'ils en sont venus aux insultes, ce qui est complètement normal. Ça arrive dans le football, mais quand ça se passe aussi sur le terrain, du fait de ne jamais se donner le ballon, d'avoir des altercations pendant la partie, pendant ton travail, c'est là que ça me dérange parce que nous, les supporters, on n'a pas à payer ça. Qu'ils se disputent à la commanderie, qu'ils se disputent dans le vestiaire, c'est pas un problème, ça fait partie du football. Mais sur le terrain, ils doivent justement faire du faux semblant, c'est-à-dire se serrer la main en quelque sorte et jouer ensemble parce que ce sont des joueurs qui ont beaucoup de qualité, mais aujourd'hui, ils ont trop envie d'être individuels, de faire un peu leur starlet. Il y en a certains qui ont des caprices de star au niveau des salaires, d'autres lissent leur contrat. Donc, il y a des messes basses qui ne me plaisent pas du tout, c'est dommage. Mais en tout cas, ce sont deux joueurs que j'ai envie de voir partir cet été. Ok. Alors, on va écouter Raph qui veut réagir. Oui, et puis je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Samuel. Et il y a aussi un truc, c'est que les deux jouent à côté. Il y en a un qui joue numéro 10 et l'autre qui joue ailier droit. Ils sont assez proches sur le terrain. Autant si c'était un latéral gauche avec un ailier droit, je m'en fous qu'ils ne s'entendent pas sur le terrain, c'est pas grave, ils n'ont pas de relation directe. Mais là, c'était deux éléments créatifs de l'équipe, tes deux qui doivent te permettre de sublimer ton jeu offensif et ils ne s'entendent pas, ils n'arrivent même pas à être un minimum professionnel sur le terrain pour s'entendre. On voit même hier, Thauvin tire un coup franc, Payet fait la gueule à côté de lui, au lieu de discuter avec lui, tiens, tu devrais la mettre là, tout ça, les deux se font la gueule, aucun des deux se parle. C'est à celui qui sera le plus mauvais pour plus embêter l'équipe, j'ai l'impression. Ok. Alors, on va revenir avec toi, Chris, sur les propos de Nasser Largué, donc après l'après-match. Donc, Nasser Largué, les excuses de Nasser et des propos assez réconfortants quant à l'arrivée du nouveau coach, Jorge Sampaoli. Oui, moi, ce qui m'a impressionné, c'était toujours la volonté de Nasser Larguet d'essayer de surtout pas, en fait, comment dire, rendre le club plus en crise de ce qu'il était. Moi, c'est vraiment ce que j'ai l'impression qu'il essaye de faire, tant bien que mal, malgré l'enchaînement des matchs et puis malgré, en fait, il faut dire aussi, bah, il s'est pas pris les équipes les plus simples, hein. Et ouais, et puis c'est vrai que j'ai trouvé ça assez chouette de sa part, finalement, de se dire, bon, bah, finalement, visiblement, je me suis planté. Alors, je ne sais pas en fait à quel niveau d'ailleurs il pense qu'il s'est planté, mais enfin voilà, bon, effectivement, déjà quand tu changes déjà toute ta tactique à la 15e minute, c'est que je pense qu'effectivement, il a quand même sa part aussi très claire de responsabilité. Mais c'est vrai que ces propos apaisants, moi j'espère que ça va permettre de mettre Sampaoli dans la meilleure disposition et qu'il n'y ait pas le feu et que finalement Sampaoli n'ait pas en fait cette responsabilité que finalement la Nasser Largué a essayé de faire, d'essayer d'apaiser en fait l'équipe pour après partir vers quelque chose de nouveau. Alors, Chris, Nasser a apaisé un peu l'équipe et il aura son dernier match probablement dimanche en Coupe de France. Oui, le dernier match de Coupe de France. Donc moi, ce que je dis, ce sera un peu le cadeau de départ de Nasser Larguet.
logiquement, quand même, on doit le gagner. Enfin, ce qui est encore de la logique en football, ça, je ne sais pas. Mais je me dis que ça serait assez beau, en fait, s'il pouvait quand même lui rapporter une victoire, parce que je trouve, encore une fois, que Nasser Larguet a quand même eu beaucoup de mérite de faire ce qu'il fait. Il faut quand même rappeler, hein, il est directeur d'un centre de formation. Il n'a pas été entraîneur depuis, je crois, 20 ans. Ben voilà, certes, il le dit, c'est un compétiteur, il essaie de faire du mieux qu'il peut. Mais voilà, on ne peut pas le comparer à des cadors d'entraîneurs qu'on a même actuellement en Ligue 1. Donc voilà, je pense qu'on pourrait quand même essayer de le remercier. Et j'espère que les joueurs lui rendront hommage en essayant de faire une nette victoire ce week-end. Samuel, pour conclure sur Nasser Largué, que retiendras-tu du passage de cet entraîneur en équipe première? Je ne vais pas retenir grand-chose. Effectivement, on lui a lancé une boule de feu dans les mains, quoi. Donc, à un moment donné, c'est très difficile à gérer. Je pense que Sampaoli risque de mettre plus d'huile sur le feu que d'éteindre les flammes, hein, qui ont été provoquées il y a belle lurette. Parce que Sampaoli, voilà, il a un caractère explosif. Nasser Largué, c'est merci pour service rendu. De toute façon, avec une équipe comme ça, il faut montrer de l'autorité. Et moi, quand j'écoute Nasser Largué en conférence de presse ou même quand je le vois en bord de terrain, il m'endort autant que Franck Passy. Donc, merci pour l'intérim. Il a fait le job. C'est sympa. Je ne sais pas quel sera son avenir. J'espère qu'il va rester dans le centre de formation de l'Olympique de Marseille. C'est là où il excelle, entre guillemets, hein, parce qu'on voit que la réserve est quand même dans un état catastrophique. Mais je pense que des jeunes de 17, 18 ans pourront éclore et prendre de la maturité dans un sport très compliqué pour l'avenir. Donc, Nasser Largué doit retourner au centre de formation. C'est là où il est le mieux. Oui, alors pour compléter ce que tu dis, il était annoncé du côté de Caen pour la saison prochaine, mais a priori, Pablo Longoria a confirmé qu'il resterait à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Richard, J'aurais pas le temps d'en parler tout à l'heure. J'ai d'autres choses à dire. Donc, je voudrais revenir sur Nasser Largué, qui m'avait enchanté dans les premiers matchs, notamment ce match contre Nice, où il ose mettre Kawi à droite et Enrique à gauche, avec Payet en 10, et où on fait un super match. Et on en marque 3. C'est l'un des seuls matchs où on arrive à en marquer 3. C'est là où on a marqué le plus de buts, avec un Enrique qui a fait 2 passes décisives dans le match, notamment cette belle passe en retrait sur Kawi qui la met bien au fond. C'est incompréhensible. C'est décevant de le voir finir comme ça, parce qu'il avait bien commencé. Pourquoi il ne reste pas sur ce registre? Pourquoi il n'a pas confirmé cette. Peut-être en mettant pas Kawi, mais en laissant Enrique à gauche, avec Milic, voilà, ou peut-être une 4-4-2 avec Enrique et à côté de Payet, et puis Benedetto à côté de Milic. On aurait pu essayer ça, mais ce 4-2-3-1, moi, il m'avait bien plu. Donc, pourquoi il revient à un 4-3-3, la AVB, qui n'a pas arrêté d'être inefficace, quoi. C'est ça que je ne comprends pas. C'est dommage qu'ils finissent comme ça. ok, alors Samuel, on t'écoute, mais pour conclure sur cette partie. Oui, voilà, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais ça a bien fonctionné contre Nice, parce que c'était Nice. La fin de match, les 20 dernières minutes, excusez-moi, mais moi j'étais en sueur, j'avais la goutte sur le front. Donc je pense qu'on a pris aussi des adversaires plus élevés, des adversaires plus en confiance. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient plus de maîtrise. Donc ce match contre Nice, j'avais bel espoir de voir une belle suite, mais finalement ça a été que de la poudre aux yeux. Allez, messieurs, on a beaucoup parlé de Nasser Largué. On va continuer à en parler un petit peu parce qu'on va parler de l'arrivée de Jorge Sampaoli avec toi, Raph. Donc, le verdict de Raph, c'est la deuxième partie de cette émission. Donc, finalement, un vrai coach à l'OM, c'était urgent. Raph, pourquoi, selon toi, c'était urgent? Déjà, je veux juste revenir sur les stats de Nasser Largué. C'est 8 matchs, c'est 2 victoires seulement, 4 nuls et 2 défaites. Alors, 2 défaites contre le PSG et Lyon, mais sinon, dans le contenu, c'est très, très pauvre, hein. Moi, je ne lui en veux pas du tout à Nasser Largué. Lui, il l'a très bien dit. Il est venu là pour rendre service. Mais le problème, c'est que moi, dans cette période-là, il manque de tactique. On manque de tactique. Moi, je trouve que les joueurs sont totalement en autogestion depuis quelques semaines. Et quand on a un Dimitri Payet qui est en autogestion, on sait qu'on court à la catastrophe. Alors, Raph, tu es en train de nous dire que tu parles de joueurs en autogestion. Qu'est-ce que tu as pu constater par rapport à cela? Et bien justement, un truc, c'est la compo d'hier soir. Encham qui passe de milieu relayeur à ailier gauche.
le pauvre, il ne sait pas où il est. Donc, c'est normal qu'il fasse un match mauvais. Il sait pas où se placer. Les joueurs ne savent pas où se placer. Tout à l'heure, je parlais du problème sur les coups de pied arrêtés. Quand Payet et Thauvin ne tirent pas, enfin, tirent, mais en disant bah, je ne vais pas lui donner des conseils parce que c'est bien que lui il se rate, comme ça, après, c'est moi qui tire. Les joueurs, il y a des conflits internes. Moi, j'ai l'impression que c'est des poulets sans tête. On leur donne le ballon et ils courent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est un peu, ouais, j'ai l'impression de voir une cour de récré, honnêtement. Ok. Samuel, on est tous d'accord ici. On a loué les qualités de Nasser Largué, mais peut-être qu'il était urgent de faire venir un coach avec un certain poids, comme Jorge Sampaoli, déjà pour recadrer les joueurs, pour vraiment définir une vraie tactique. Mm. Oui, bien sûr. Alors, c'est la première pierre à l'édifice du renouveau de l'Olympique de Marseille de faire venir Sampaoli. C'est un entraîneur que j'aime beaucoup, non pas seulement parce qu'il est le disciple de Marcelo Bielsa, mais parce que c'est un entraîneur qui sait jongler les schémas tactiques. Il a ce pouvoir d'adaptation en fonction de l'adversaire. Donc, contrairement à un Villas-Boas ou à un Nasser Largué ou même à un Rudy Garcia qu'on a pu avoir auparavant, ça ne va pas être un entraîneur qui va se cantonner à une seule composition. Et donc, ça me plaît. Par contre, des joueurs comme N'Tiam, comme le citait Raphaël, ils vont aussi se perdre parce que tu sais que quand tu dois changer à chaque fois de composition selon l'adversaire, à un moment donné, tu ne sais plus où donner de la tête. Mais moi, ce que j'aime beaucoup chez Sampaoli, c'est cette phrase qui dit c'est no escudo y sigo. Je ne me retourne pas, non, j'écoute pas, je continue. Et je trouve ça formidable comme vision du football et même de la vie. Donc, j'espère qu'il va remettre un peu de sensation dans ce club, que le football revienne dans nos sujets de discussion, parce qu'aujourd'hui, on ne parle même plus de ce qui se passe sur le terrain, mais de ce qui se passe en dehors, et c'est regrettable. Et par rapport à ta question, je ne pense pas qu'avec cet effectif, il va faire des miracles. C'est impossible. Tu peux mettre Zizou, Guardiola, n'importe qui, ça ne fonctionnera pas. C'est un entraîneur qui marche. C'est simple, quand il arrive dans un club, souvent l'équipe est accidentée et la première saison, il arrive à faire des miracles, à faire des bonnes premières saisons. Ensuite, il demande des exigences financières. Et là, quand on écoute les derniers propos de Franck McCourt, il délègue toutes les responsabilités à Longoria. C'est à Longoria de lui faire un budget. Donc, si le budget n'est pas suffisant, Sampaoli va faire comme Bielsa, il va claquer la porte. Donc, c'est là aussi qu'il va falloir faire attention. Ça peut bien commencer, mais l'histoire peut mal finir. Alors, Raph, qui dit nouveau coach dit nouvelle dynamique. Je te pose une simple question. Doit-on tenter aujourd'hui la 5e place? Alors moi, je le dis depuis quelques semaines, depuis qu'on commence à parler de Sampaoli. Pour moi, il devait arriver le plus rapidement possible pour préparer la saison prochaine. Il reste 11 matchs. 11 matchs pour aller chercher cette 5e place. Les 4 premières, ça fait longtemps que moi, perso, j'y crois plus. Les 4 en haut continuent leur route. Voilà, on oublie. La 5e place, elle est un peu plus accessible, même s'il y a de très bonnes équipes, Lens et Metz, pardon, qui, à mon avis, les méritent beaucoup plus que nous, au vu des saisons qu'ils font. Et il faut aussi rappeler que la 5e place, c'est même pas l'Europa League. C'est la nouvelle coupe, comme Daniel Riolo adore l'appeler, il appelle ça la coupe intertoto du 21e siècle. Donc voilà, on va se retrouver avec des Marseille et Sassuolo. On va peut-être retrouver Maxime Lopez l'année prochaine en match. Mais au moins, ça ferait une Coupe d'Europe et puis un peu de match pour jouer. Et moi, je me dis, si je suis Sampaoli, je viens un peu plus tôt. Comme ça, je fais on pourrait dire, un espèce d'audit de l'équipe. Je regarde, c'est vulgairement, comme m'avait dit Avi Assouli quand on l'avait reçu, il faut taper dans le gras. Dans l'équipe, ceux qui ne sont pas bons, on les enlève. Ou ceux qui sont potentiellement bancals, ça part. Donc, on va vendre ceux qui ne sont pas bons, on ne va pas leur donner d'illusions, comme avait pu faire AVB. Et on construit sur des valeurs sûres. Donc pour moi, les valeurs sûres qu'il faut garder pour l'année prochaine, c'est Camara, Gay. Et un des prêts qu'il faut garder absolument, c'est Lirola, parce qu'on n'a pas de latéral droit. Et Milik, après avoir ce que nous fera Pablo Longoria. Et puis comme dirait notre cher monsieur Macron, demande à Pablo de l'avenir de Milik. Alors Samuel, pour toi, Sampaoli, il arrive pour que l'OM tente de terminer 5e cette saison, ou tu penses qu'il est déjà en train de préparer la saison prochaine? Nous, quand on est supporter, on attend des résultats immédiats. On attend la patte Sampaoli dans les mois qui vont arriver. S'il arrive à nous faire terminer 5e, ce serait déjà un bel exploit. Et pour compléter ce que disait Raphaël, la 5e place,
On peut aller en Ligue Europa Conférence que si Lyon, Paris, Monaco ou Lille ne gagnent pas la Coupe de France cette saison. Donc, et moi, franchement, je boycotterais cette Ligue Europa Conférence qui n'a ni queue ni tête pour faire des déplacements à l'Ouzbékistan, sans être péjoratif. Voilà, ça n'a aucun intérêt sportif, je trouve, et même économique, c'est pas là où tu t'enrichis le plus. Et après, ta question, c'était? Est-ce que tu penses qu'en fait, il arrive maintenant en cours de saison pour tenter de décrocher cette 5e place ou il est tout simplement en préparation de la saison prochaine? Je pense que là, la mission principale, c'est de bien terminer celle-là sur une note un peu plus positive. Et puis, la saison prochaine, tu sais, moi, j'essaie de ne plus me projeter avec ce club, parce que quand j'entends les déclarations d'un McCourt ou même de Longoria, on ne sait pas quoi est fait demain. Tout le monde a parlé d'une vente du club, mais personne n'a vu le départ de Jacques-Henri Hérault. Donc, un peu carpe diem. Du jour au lendemain, j'attends de voir ce qui va se passer. Ok. Allez, on va passer à la 3e partie de cette émission avec toi, Richard. Pourquoi tu marronnes, Richard, cette semaine? Je crois que tu es assez mécontent du contenu du match des Marseillais à Lille. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. On est, au vu du match d'hier, plus que faible. Alors moi, écoutez, c'est très simple. Hein, ce soir, c'est un vrai coup de gueule parce que comme d'habitude, on est malmené, on joue pas, il y a une désinvolture pas possible. Moi, j'ai l'impression que certains de l'équipe, ils rentrent sur le terrain, une clope au bec, quoi, en train de se promener sur la corniche de Marseille, quoi, tranquille. Il n'y a pas de souci, on perd un match de plus, il n'y a pas de problème. Hein, vous savez ce que j'espère? J'espère qu'une chose, c'est que Sampaoli, il vienne et il leur met une grenade dans le short, de telle manière à les faire un peu exploser sur le terrain, les faire un peu démarrer, parce que ça suffit. Je l'avais dit dans l'œil de Richard, c'est pas normal de voir des professionnels de ce type, notamment surtout Payet et Thauvin. Hein, Milic, il vient d'arriver, on ne peut pas lui faire de reproches. Encham, il vient d'arriver, on ne peut pas lui faire de reproches. Enrique, il est très jeune. C'est à eux à porter l'équipe. C'est à eux à porter l'équipe. On s'en fout. On s'en fout. Excusez-nous de vous supporter et d'attendre que vous gagniez les matchs, Dimitri et Flo Thauvin. Excusez-nous. Excusez-nous d'être supporters. On va s'excuser auprès de vous bientôt. Non, mais il faut arrêter. Vous allez dire quoi après votre carrière? C'est ça qui va rester de votre carrière. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous ne comprenez pas? C'est pas à votre avantage. C'est pas à votre avantage d'avoir ce comportement d'enfant gâté. Vous êtes des professionnels. Vous n'êtes pas des poussins qui démarrent le football. Vous avez un salaire que vous avez des gens qui sont en train de crever, qui sont en train de perdre leur entreprise avec le Covid. Alors, mettez-vous à leur place et donnez du bonheur aux gens. Il faut vous remettre en question, les garçons. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal de voir ça de par la carrière que vous avez déjà derrière vous. Voilà. Maintenant, vous n'êtes pas bon. Je vous le dis, vous n'êtes pas bon en ce moment. Donc voilà, j'espère que vous allez me voir, que vous allez m'entendre et que vous allez comprendre que ça n'est pas votre intérêt d'agir comme ça. Ça n'est pas votre intérêt. Votre intérêt, c'est de bien finir votre carrière. Pour bien finir votre carrière, il faut aller s'entraîner. Tu arrêtes les merguez, Dimitri, et tu vas à l'entraînement, et tu vas au charbon. Voilà. Et vous, monsieur Sampaoli, une petite grenade dans le short, s'il vous plaît, pour qu'ils avancent un petit peu. D'accord? Voilà. Alors, je n'ai pas fini. Juste, je décompose un petit peu. L'attaque, ça ne va pas du tout. Hein. Donc, on a bien vu, il n'y a rien qui se passe. Il y a eu 3 actions et 3 enchaînements. Et bon, la défense est incertaine. On arrive à la fin du match et on se prend ces 2 buts bêtement. Voilà, la seule chose, c'est ce milieu de terrain que j'aime beaucoup avec Gay et Camara, et peut-être Encham qui va être le 3e larron qui nous semble être intéressant. Heureusement qu'ils sont là, parce que c'est eux qui tiennent le match. Ok, merci à toi, Richard. Je voulais rebondir avec toi, Samuel, sur un des propos de Richard. Donner du bonheur aux gens cette saison, malheureusement, l'OM n'a pas vraiment donné de bonheur à ses supporters. Toi qui es à Marseille, toi qui vis un peu cette atmosphère, ça a été un peu pesant pour les supporters cette saison. C'est sûr. Là, c'est la saison de trop, j'ai envie de dire, de l'ère McCourt. Depuis des années, il y a eu des saisons où voilà, c'est la galère de la première à la 38e journée. Mais là, cette saison, je pense qu'il y a un ex-président, Jacques-Henri Hérault, qui a
décidé de se mettre tout le monde à dos. Et c'est ça que les Marseillais, parce que j'ai même pas envie de dire les supporters, parce qu'il faut savoir qu'à Marseille et partout dans le monde, mais particulièrement à Marseille, on va te demander qu'est-ce qu'a fait l'OM, alors que la personne ne va pas forcément suivre l'actualité du club. C'est simple. Quand tu rentres dans la ville de Marseille en ce moment, tu vois des JH dégage, Hugo Ouvrard out, Thauvin en CFA. Enfin, tu vois, il y a un climat très particulier. Le touriste qui vient à Marseille, il se dit je suis dans une ville très spéciale. Donc, c'est une saison, à chaque fois, on me parle d'une saison de transition. J'entends ça depuis que je suis né. J'ai l'impression qu'on n'arrive jamais à partir d'une page blanche, de se dire, allez, on recommence tout à zéro. Non, on fait toujours du bricolage, on est toujours dans cette inquiétude, dans un avenir qui est toujours aussi flou. Et à ça s'ajoute une période du Covid qui nous prive d'accès au stade, qui est aussi un défouloir. Et je pense qu'on n'en serait pas arrivé aussi à tous les débordements qu'il y a pu avoir à Marseille. Donc, tu es assez d'accord sur le coup de gueule de notre ami Richard? Bien sûr. Il s'est soulagé là. Allez, on va passer maintenant avec toi, Chris, au top et au flop des joueurs de l'OM pour le match contre Lille. Oui, alors on n'a pas très très bien noté ce match, comme vous pouvez vous en douter. On a mis une moyenne de joueurs de 4,6. Voilà. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est Flo qui a été le plus généreux, avec 6,3 de moyenne. Bon, il a été très gentil, je trouve, avec ce match-là, mais bon, voilà, on va pas. C'est Flo, il n'est pas là, on va pas, parce que Flo, c'est le chroniqueur qui n'est pas là. Voilà, on le dit pour Samuel. Donc voilà. Et puis, le plus critique, comme d'hab, c'est moi. Voilà. À votre avis, qui a été nos flops? Donc, le premier flop, Florian Thauvin. Je mets en flop parce que c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé il y a quelques temps et je trouve qu'il me déçoit tellement au quotidien. Il avait démarré la saison en boulet de canon parce qu'il avait fait une saison blanche à cause de sa blessure. Et je trouve que dans un premier temps, avec ses caprices de star, j'ai pas compris parce qu'il se prend pour le Francesco Totti de l'OM et Totti se comporte beaucoup mieux. Après, je ne vais pas faire de la psychologie, ça peut paraître un peu bête ce que je vais dire, mais il est entré dans une nouvelle phase de sa vie où il est père, donc c'est un chamboulement, surtout quand on est jeune. J'ai l'impression qu'il ne prend plus aucun plaisir sur un terrain de football, donc c'est dommage, hein, parce qu'il a une patte gauche quand il a envie, il est capable vraiment de débloquer des situations. Après, un autre flop. Attends, juste pour te dire, nous aussi on l'a dans notre flop. Hein. Ah bah allez-y. Nous c'est le flop numéro 3. 3,3 de moyenne, on lui a mis. Il n'a pas eu beaucoup. Alors, vas-y, continue. Hein. Prends le lead là-dessus. Qu'est-ce que tu as vu d'autre, toi, comme flop? On va voir si on est raccord. Tiens. Ah bah, il y a Dimitri Payet également, parce qu'on attend tellement de ces deux joueurs. Moi, Dimitri Payet, c'est-à-dire qu'il marche à l'orgueil. C'est un joueur, si tu le piques pas un petit peu, il marche pas. Il marche sur le terrain, en fait. Et puis, contre ses anciens adversaires, il n'est jamais présent. C'est pas quelqu'un qui débloque les situations, c'est ce qui me dérange. Il est tellement nonchalant, il est pénible à suivre sur le terrain, il se traîne. Alors certes, il a perdu du poids, et je crois qu'il a 80 kilos, c'était le poids demandé par Villas-Boas. Mais encore une fois, c'est des passes latérales, c'est des passes en retrait, ça n'apporte pas de danger, c'est inoffensif et c'est regrettable, encore une fois, parce que je me rappelle de l'époque Bielsa où c'était le meilleur Olympien, et là, 4 ans après, c'est le pire. Et ce qui me dérange encore plus, c'est qu'il est Marseillais à vie jusqu'en 2024. Ah oui. Avec peut-être une reconversion en directeur sportif. Donc là, je commence à pas être très bien. Oui, Pablo Payet. Ouais. Oui, alors nous, on ne l'a pas, lui. Voilà, pour la petite histoire, il y a Florent chez nous qui l'a sauvé avec son 6. Du coup, il a mis 6 sur 10. Donc, du coup, on l'a tous mis 4 sinon. Voilà. Nous, on l'a tous mis 4 et lui, il a mis 6 sur 10. Du coup, Flo l'a sauvé. Mais non, nous, on en a 2 autres. Mais je pense que Flo, il a dû mettre les notes Football Manager, je pense. C'est possible. Bon, allez, qui est le plus grand? Je vais vous annoncer le plus grand flop. Pour nous, c'était Balerdi. Voilà, 3,1 de moyenne. Alors, qui c'est qui merci, en parler? Je suis trop content. C'est lui qui m'a le plus énervé. Je sais qu'il y a Raph qui veut parler de Balerdi, parce que là, voilà, Raph, pour toi. Oui, c'est moi qui lui ai mis la pire note, je crois, en plus. Oui. Tu l'as mis 2? Non, j'ai mis 2. Oui, j'ai mis 1. J'ai mis 1 parce que j'ai fonctionné comme en Suisse on fait. C'est quand le truc c'est vraiment mauvais, on met un point pour la présence. Donc j'ai trouvé il était à la ramasse. C'était un symbolique pour dire voilà, moi je mets Perrin à la place parce que Balerdi, ça
ça va 5 minutes. Donc peut-être que Sampaoli va le relancer parce qu'il est argentin, donc ils vont bien s'entendre les deux. Merci d'être venu. Ouais, voilà. Et puis donc, il en manque un dernier pour notre flop. Alors là, j'aimerais bien avoir l'avis aussi de Samuel sur lui. C'est Raoui, voilà, qui a eu 3,2 de moyenne. Donc, lui aussi un peu irrécupérable. Il a fait effectivement 45 minutes. Moi, dans ce cas, de mon avis, vraiment minable. Donc voilà, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Samuel, de ce joueur? Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de ce joueur en général, en passage? C'est difficile d'avoir un avis général sur ce joueur qu'on a tellement peu vu depuis 4-5 ans. Contre Nice, il m'a laissé l'espoir d'une belle promesse. Mais là, moi, je ne le mettrais même pas dans les flops parce que certes, il a joué 45 minutes, mais il est rentré dans un moment du match où c'était déjà brouillon, on ne savait même plus pourquoi on était venu là. Donc, moi, il y a un autre joueur qui m'a déçu, par contre, c'est Lirola. Je trouve que c'est un joueur qui apporte énormément offensivement. Enfin, énormément. Oui. Je suis un peu dans l'hyperbole, mais je trouve que défensivement, ce qui est quand même son métier, il n'est pas bon. Moi, ce n'est pas un joueur qui me rassure sur son couloir. Contre Lyon, il laisse un boulevard à Toko Ekambi. Hier, contre Lille, je trouve qu'il laisse pas mal d'espace à Bamba, qu'il a éliminé, mais alors d'un geste technique. Donc, j'attends plus de ce joueur sur le plan défensif. Je veux bien qu'il attaque. C'est les latéraux modernes, c'est les pistons modernes. Mais à un moment donné, si pour être à 3 en défense, je ne vois pas trop l'intérêt. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, il est dans le top. Il est numéro 2, figurez-vous. Voilà. Ah ben alors. Voilà, nous, il a eu 5,9 de moyenne. Donc, oui, on est très bien sorti. Il a eu 6 de la part de quasiment tout le monde, sauf Richard qui a mis 5,5. Donc, visiblement, on a vu je crois qu'on est, à mon avis, moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense qu'on est tellement tous frustrés pendant des mois et des mois par Sakai. On est tellement contents de voir quelqu'un qui s'est à peu près centré que je crois que voilà, ça ce qui nous met. Qu'est-ce qui nous fait mettre quand même des notes très correctes à Lirola malgré tout, quoi. Et enfin, alors, qui a été le top? Alors, je pense que c'est assez évident. Est-ce que vous savez qui c'est? Déjà, qu'est-ce que toi tu mettrais en top, toi, Samuel? Le numéro 1, c'est toujours Bouba Kamara. Voilà. Je trouve qu'il a un bagage technique exceptionnel pour son âge, une maturité. Il me semble qu'il y a un moment en première période où il profite d'un double contre, il va sur les deuxièmes ballons, il s'arrache à tout jamais et tu as l'impression que c'est lui qui dégage une aura pour essayer d'impulser une énergie ou une folie dans le match. Personne ne le suit malheureusement. Donc j'ai peur qu'il nous échappe au prochain mercato, qui se disent si c'est pour jouer avec des mecs qui n'ont pas la même motivation que moi, j'ai la possibilité de faire un grand pas dans ma carrière dans un grand club européen qui jouera la Champions League, parce qu'il a sa place vraiment dans une grosse écurie européenne, Bouba Kamara. Donc c'est dommage s'il part, parce que c'est vraiment un joueur que j'admire beaucoup. Et enfin, alors, sujet à débat, c'est un top chez nous, mais en fait, c'est très particulier parce que il a eu des notes vraiment des tops et des beaucoup moins top. C'est Mandanda. Alors, j'aurais bien voulu avoir aussi ton avis dessus, Samuel, parce que, en fait, tu vois, chez nous, il y a Raph qui a mis 7,5 et Flo qui ont mis 7,5. Moi, Richard, on lui a mis 4 et Rafi lui a mis 5. Ouais, c'est là, tu vois, en fait, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je le mets dans les tops, parce que sans lui, on en prend 5. À un moment donné, c'est sûr que si on lit le match qu'à partir des 10 dernières minutes, on lui met 0. Ça, c'est une évidence. Il nous sort des arrêts pas spectaculaires, mais importants. Il faut les sortir. C'est un gardien qui a encore montré qu'il était performant sur la ligne. C'est le but fatal à la 88e minute. C'est un ballon glissant. Voilà, c'est vraiment un manque de bol. J'en veux peut-être plus aux défenseurs Tchalé Tatsar et Balerdi qui ne le couvrent pas, qui ne viennent même pas en renfort quand le ballon est relâché. Et donc, ça fait que Jonathan David, en renard des surfaces, arrive à marquer. Mais sur le match, heureusement qu'on a Steve, et même sur la saison. Alors, c'est vrai que là, il est dans une période 2021 difficile, parce que contre Nice, il se prend un but évitable. Contre Nantes, il fait une bourde. Et là, c'est pas le fautif personnellement pour moi de cette défaite, et encore moins des lacunes de l'Olympique de Marseille dans son ensemble. Ouais, donc finalement, en fait, tu te retrouves en fait avec nous finalement. Alors, juste Lirola, on n'est pas d'accord. Toi, tu le mets en flop, nous on le met carrément en top. Et finalement, Camara, Mandanda, c'est ton top de ce match-là, quoi. Aussi avec Bouba Kamara. Ouais. Voilà, c'est ça, avec Camara. D'accord, très bien. Eh bien, très bien, voilà, j'ai terminé. Ok, merci à toi, Christopher. On va enchaîner avec le jeu des pronos. Canet-Roussillon, Olympique de Marseille en Coupe de France dimanche. Chacun votre pronostic, s'il vous plaît, messieurs. On commence avec le Raph. 2-0 pour l'OM. 2-0. Richard. 2-0. 2-0. Pour l'OM. Christopher. 1-0 pour l'OM. 1-0. Samuel.
je rejoins Christopher, 1-0 pour l'OM à l'arrache. Ok, moi je vais dire 2-0 aussi, et rappelons que ce sera sûrement probablement le dernier match de Nasser Largué. On continue avec le dossier de la semaine. On va faire honneur à notre nouvel entraîneur Jorge Sampaoli. On va aller tout droit en Argentine cette semaine. Donc Marseille, c'est l'Argentine bébé. On va commencer avec toi, Richard, pardon, on va commencer avec toi. Tu vas nous parler de 3 joueurs argentins qui ont porté le maillot olympien, qui ont marqué les esprits. Lucho, Heinze et Ocampos. Ben, écoutez, voilà justement des exemples de 3 guerriers qui nous ont enchantés et qui étaient doublés de technique en plus. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Les gars, ils ont cette grinta qui vient d'Argentine et qui ressemble à celle qui est à Marseille normalement, hein, quand on est dans la normalité marseillaise. Et donc, ben voilà, ils étaient pleins de talent. Plein de verve et surtout, on voyait qu'ils étaient attachés à l'OM, ils étaient attachés à la victoire de l'OM. Quand ils étaient sur le terrain, ils avaient cette grinta pour nous faire gagner, même dans les matchs où ils sont un petit peu moins bien. Ben, c'est des gars qui vont se battre comme des chiens jusqu'à la mort. Voilà l'Argentin, c'est son dada de se battre jusqu'au bout, même quand il est un peu moins bon techniquement. Et Dieu sait si Lucho, ce n'était pas un sprinter. Et pourtant, on finit champion de France avec lui. Et avec Heinze, on finit en finale de Coupe d'Europe. Donc, Ocampos, je ne vous dis pas tout ce qu'il a fait. On l'a critiqué sans cesse. Le mec, il était meilleur passeur. Il marquait des buts et il défendait. Voilà. Pourquoi Thauvin et Payet font pas la même chose? C'est ça que je comprends pas. Donc voilà, on a ces 2 véritables exemples qu'il faut suivre et c'est cette culture argentine qui leur donne cette verve, cette force. Et ok, merci Richard. Donc Christopher, Richard nous parlait de cette culture argentine. On va revenir avec toi sur ce public bleu et blanc qui souffle le feu avec l'odeur et la poudre. Oui, ben, en fait, moi, j'aimerais revenir à ma première, voilà, le jour où j'ai été dépucelé au Vélodrome. Parce que moi, je garde ce souvenir, j'étais en virage, et je garde ce souvenir d'un supporter à côté de moi avec un énorme mégaphone en train d'hurler «Et maintenant, c'est l'Argentine!» Et là, en fait, je vois des tas de gens en train de sortir des papiers toilettes bleus et blancs. Je ne savais même pas qu'il y avait des papiers toilettes bleus, d'ailleurs, comme ça. Et puis, qui lancent comme ça. Et puis, je voyais tout le monde en même temps lancer les papiers toilettes. J'ai jamais vu autant de papiers toilettes de ma vie. Et en fait, je pense que c'est ce jour-là, pour la petite histoire, où moi-même, je suis devenu amoureux, je pense définitivement de l'OM et que voilà, je suis sur un talk comme ça et que je frémis chaque jour avec la vie de l'OM. Donc, voici pour ma petite histoire. Et du coup, bah voilà, ça peut être pas mal de voir cette référence des supporters, un peu comment ça se passe là-bas. Donc, on va parler un peu de la Bombonera, donc le fameux bonbon de Boca, 49 000 spectateurs. Alors, d'ailleurs, France Football l'a classé comme le numéro 1 hein, de la meilleure ambiance de public du monde. Donc, en fait, il faut savoir qu'on a mesuré, en fait, quand il y a ce genre d'ambiance, on considère que c'est comme s'il y avait un petit tremblement de terre. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on retrouve en fait ce sorte de rapport commun avec l'OM et au Vélodrome particulièrement à cet irrationnel, à la folie, dans l'ambiance qu'on le ressent ici. Il y avait Da Fonseca qui dit avant de mourir, il faut avoir connu la Bombonera. Il y a également un proverbe argentin que j'aime beaucoup qui dit qu'on peut changer de femme, de maison, de voiture, mais pas de club. Voilà, ça j'adore. C'est à peu près ce que je pense aussi d'ailleurs de moi. En tant que supporter, je pense que beaucoup de Marseille sont d'accord avec ça. Et comme au Vélodrome, on retrouve le peuple dans toutes ses composantes en tribune. Alors, il faut savoir, c'est un stade où il est quasiment interdit de s'asseoir, un peu comme dans les virages. Hein. Voilà, donc on retrouve encore certains points communs. Autre chose, moi, qui m'amuse, voilà, c'est un petit clin d'œil au problème qu'a eu les Yankees avec la direction d'Hérault. Toute la billetterie est gérée par La Doce, en fait, qui veut dire le 12e homme en espagnol. Donc, c'est le groupe en fait, de supporters le plus influent du club et c'est eux en fait, qui gèrent ça. Et en fait, c'est une vraie mafia, il faut savoir. Et donc, ils gèrent un peu sous le manteau, en fait, un peu une bonne partie de la billetterie.
Donc là encore, on peut trouver certains points communs avec la gestion, alors cette fois-ci pas des mafias bien évidemment, mais avec la gestion notamment des abonnés, des groupes historiques à l'OM. Voilà, il est intéressant de voir les leaders des groupes de supporters marseillais se sont toujours identifiés à eux avec une certaine admiration. Mathieu Franceschi, un des leaders des Sources Lunaires, dit d'ailleurs « Nous sommes toujours reconnus dans la culture des tribunes argentines. Leurs supporters sont un peu des modèles. Quand on voit le Super Classico, Boca Juniors contre River Plate, c'est une autre planète. Ils vivent le foot là-bas à fond. » Alors oui, on a un lien spirituel avec ce pays. Voilà, CQFD. Merci à toi, Christopher. Du coup, Raph, on est obligé de faire un lien Sampaoli-Bielsa, de cette connexion qu'il y a entre les deux entraîneurs, de ce football spectacle et irrationnel et total. Mais oui, parce que comme tout le monde le sait, de nombreux grands coachs de football se sont déclarés comme étant fans de El Loco et ils s'en inspirent encore aujourd'hui. On peut parler de Guardiola, aussi par exemple de Pochettino au PSG, mais très peu, je pense, sont aussi fadas que notre cher Sampaoli. Et un truc que j'ai remarqué qui est assez drôle, c'est que lorsqu'on parle de Bielsa à Sampaoli, on a l'impression de dire à un gamin qu'on lui offre un parc d'attractions pour lui tout seul. Et on voit de l'émerveillement. Mais par contre, je trouve que c'est un peu réducteur de parler juste comme ça de Sampaoli. Lui, il faut rappeler, a eu une carrière de footballeur professionnel brisée à cause d'une blessure. Du coup, se veut dans son jeu, dans les émotions qu'il transmet, pour être l'ambassadeur du beau jeu, un peu comme Marcelo Bielsa le fait à Leeds et l'a toujours clamé. Euh, Lors d'une de ses interviews, il avait dit qu'un match gagné 3-2 valait bien plus à ses yeux qu'une victoire à l'arraché 1-0 où son équipe avait bien défendu mais joué que en contre. Je trouve que on contraste bien, que ce soit pour Marcelo Bielsa et Sampaoli, avec un pragmatisme typiquement Ligue 1, je trouve. Et ce fameux pragmatisme ne leur convient pas du tout à ces deux coachs. Pour eux, le match doit s'emballer, d'où l'intérêt de parler d'un certain football spectacle. Alors bien sûr, on ne parle pas d'un football spectacle qui était cher à notre feu président Jacques-Henri Hérault, qui voulait un peu un stade aseptisé, mais plutôt où les joueurs se transcendent et donnent des émotions au public. Et ce qui est intéressant, c'est on se dit, les joueurs se donnent à fond, le coach se donne à fond, le public se donne à fond, et tous ensemble vont vers un même but, qui est le même but que l'OM, c'est droit au but. Et c'est ça qui doit guide les principes de jeu de Sampaoli. Après, il y a un autre point commun entre Sampaoli et Bielsa, c'est un peu la réputation qu'ils ont pu avoir en arrivant en Ligue 1. J'ai regardé un peu ce qui avait été fait, par exemple, sur le plateau de l'équipe du soir ou celui du CFC. Dans les deux cas, Marcelo Bielsa, au début, oui, c'était aujourd'hui, on n'est pas trop fan de ce qu'il va amener en Ligue 1, ça va peut-être changer les mentalités, c'est pas bien. Et aujourd'hui, il est admiré pour ce qu'il fait à Leeds. Mais dans ce qu'on a pu entendre récemment, c'est oui, mais Bielsa, ça s'est mal fini à l'OM. Donc, vu que c'est son disciple, ça va forcément mal se terminer. Sauf que Marcelo Bielsa, Sampaoli, parle de Bielsa comme étant parle de lui comme étant le disciple de Bielsa, mais c'est un peu que sur la philosophie de jeu, sur le travail, la tactique, c'est totalement autre chose. Et Bielsa, lors d'une interview qui a été donnée il y a quelques temps, en parlant de Sampaoli, il dit que ce dernier est bien meilleur que lui parce qu'il est capable de s'adapter. Et alors que Bielsa, lui, il y a cette citation qui m'a fait marrer, c'est « Moi, je mourrai avec mes idées, je ne leur céderai jamais. Je vais rien lâcher. Même si on me dit qu'on doit jouer comme ça, mes idées, c'est pas ça, donc je vais jouer comme ça. » Alors que lui, il est capable de s'adapter. C'est donc là la différence qu'il y a entre Sampaoli et Bielsa, mais le reste, c'est quand même très basé sur le fait de donner des émotions, ce qui nous rappelle un peu l'Argentine et ces coachs sanguins qui vont transmettre des émotions aux joueurs. Et ça, personnellement, c'est un truc que j'ai envie à l'OM, de retrouver des émotions. Alors peut-être qu'on ne sera pas champion, mais ça, c'est pas grave. Si moi, je vais à un match et qu'on gagne 6-5, je m'en fous. Au moins, on aura vu des buts et du jeu. C'est ça l'essentiel. Samuel, on a un petit peu voyagé en Argentine aujourd'hui. On a fait remémorer des souvenirs avec Lucho, Enzo, Campos, des joueurs qui avaient vraiment la grinta. On a parlé de ce public argentin qui est très chaud aussi.
et bien sûr de ce comparatif avec Marcelo Bielsa. Est-ce que tu as hâte de voir vraiment Sampaoli prendre cette équipe et peut-être de nous ramener des émotions comme disait Raph? Ah, bien sûr, moi je suis impatient de voir Sampaoli à l'Olympique de Marseille. Déjà, pour la première et pour la bonne raison, c'est que dans ce club, ça manque d'identité marseillaise. Alors être marseillais, ce n'est pas être né à Marseille, c'est un savoir-vivre, c'est une façon de vivre. Et je pense que Sampaoli peut amener cette folie à certains joueurs qui ont besoin de retrouver leur état d'esprit. Donc la comparaison est juste. Marseille est une ville latine, c'est les bords de la Méditerranée, donc il y a des codes qui sont similaires à l'Argentine. Maintenant, ce n'est pas une règle d'or, ce n'est pas une règle applicable, ce n'est pas quelque chose qui va nous garantir une réussite sportive. Parce qu'on le voit actuellement, Benedetto est nul, Balerdi est mauvais. On a eu un Christian Jiménez aussi qui était attaquant de l'OM, qui a été vraiment un des pires attaquants de l'histoire du club. Donc, ce qui a marché avec des Lucho, Gabi Heinze, qui sont des joueurs que je porte vraiment dans mon cœur, voilà, ce sont un petit peu il y a des exceptions. Moi, ce qui me dérange beaucoup dans ce rapport entre Marseille et l'Argentine, c'est qu'il ne faut pas faire passer que ce pays, l'Albi Céleste, au cœur des virages. C'est ce qui me dérange un petit peu, c'est un peu le reproche que j'ai auprès des groupes de supporters, notamment des winners, c'est-à-dire qu'on fait très vite une banderole pour un Benedetto, on fait aussi très vite une banderole pour un Balerdi, mais je ne vois rien pour un Bouba Camara, je ne vois rien pour un Steve Mandanda, je ne vois rien pour un Pape Gueye. Donc c'est ça aussi qui me dérange, ce rapport entre Argentine absolue. Moi, j'adore ce pays, je rêve d'y aller un jour, mais n'oublions pas aussi ce qui est autour de nous. Donc, pour en revenir à Sampaoli, j'ai vraiment hâte de le voir. C'est un football qui va droit au but. C'est important de revenir à ça. Lui, il aime jouer sans oxygène. Et pour revenir sur ce que disait Raphaël, si on gagne 6-5, on l'avait vécu, ce scénario-là. Je me rappelle qu'on avait joué une fois contre Lorient, je crois qu'on prend 5-3. Enfin, c'est des scores vraiment presque de rugby. C'est agréable dans un premier temps, mais je pense qu'aujourd'hui, tous les supporters de l'Olympique de Marseille demandent un peu plus de tranquillité, de sûreté. C'est-à-dire qu'on en a marre de faire les montagnes russes, de s'exciter pendant 3 mois et après, pendant 3 autres mois, de faire la gueule. Mais j'ai vraiment hâte de voir Sampaoli qui va venir bousculer certains codes. Est-ce que ça va marcher avec Sampaoli? Je l'espère, s'il a les pleins pouvoirs. En tout cas, il a vu tous les matchs qu'on a fait auparavant. À mon avis, il n'a pas dû être déçu. Hein. Ok, alors pour finir les flops argentins, parce que tu nous as parlé de Jiménez, je vais compléter avec un flop argentin qu'on a eu aussi, c'était Krupovieza, certain latéral gauche, Juan Ángel Krupovieza. Il était dans la période Pape Diouf et José Anigo, donc je crois que c'était José Anigo qui l'avait suggéré à l'époque. Il était venu de Boca Juniors, il me semble, il est resté que 6 mois en prêt et malheureusement, ça n'a pas été très concluant. On va terminer cette émission avec la dernière partie, des questions pour toi, Samuel. Donc on va commencer par les questions de nos auditeurs et puis après on aura les questions de l'équipe du Talk si ça te va. Donc on a une question de William qui nous vient d'Australie, donc on le remercie déjà de nous suivre, de nous écouter d'aussi loin. Il te demande comment tu vois la saison prochaine, l'effectif, les transferts, le jeu et le nouvel organigramme que Pablo Longoria est en train de mettre en place. Alors, je pense que dans un premier temps, Pablo Longoria va essayer de s'entourer de personnes compétentes pour gérer la paperasse. Parce que quand on est président de l'Olympique de Marseille, on s'occupe certes du sportif, mais on s'occupe aussi quand ça va rouvrir, de la billetterie, de la communication, du marketing, dans une moindre mesure aussi du digital. Là, heureusement, et j'ai confiance en Longoria parce qu'il a un réseau et une connaissance du football qui est hors pair pour son jeune âge. Donc là-dessus, pas de problème. Il faut bien qu'il s'entoure au niveau de tout ce qui est administratif, parce que c'est quand même des éléments importants. Ensuite, la saison prochaine, tout va dépendre aussi de l'enveloppe. Il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, il y a certains joueurs aussi qui sont prêtés. Moi, j'en garderai qu'un seul, c'est Lirola. Il me semble que quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Est-ce qu'on va être européen? Donc, déjà, focalisons-nous sur la fin de cette saison-là et on verra la saison prochaine. On peut commencer à la préparer indirectement aujourd'hui parce que je trouve que dans cet effectif, il y a des Sampaoli compatibles. Alvaro est compatible, même un Thialeta Tsar. On peut garder Gueye, on peut garder Camara, on peut même garder Milik dans cet effectif. Lirola, donc ce sont des joueurs qui vont vraiment faire les efforts demandés par Sampaoli. Donc voilà, il y a un ménage à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que la saison prochaine, on va aussi se retrouver avec des indésirables comme Germain. Ça m'étonnerait qu'on leur trouve des portes de sortie. Même un Kawi, il est très sympa, mais sur le long terme, on ne peut pas aller en Ligue des Champions avec ce genre de joueur. Donc,
malheureusement, on ne peut pas virer 100% de l'effectif, il va forcément en rester. Ok. Alors, on a une question de Flo, qui est un de nos chroniqueurs, mais qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Salut les gars, salut Samuel. Je voulais savoir, tu finis toujours tes interviews par une citation à me délivrer, mais je voulais savoir, est-ce que tu en as une autre que celle si tu as peur de l'échec, n'essaye pas de réussir. Voilà, merci pour ta réponse. Ah, bien vu, bien vu, bien vu. Oui, oui, je dois en avoir une autre. Là, je suis un peu pris de court. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est vrai que il y en a une que j'aime bien. Je crois que je ne sais plus dans quel livre je l'ai vu. C'est à l'école, on nous apprend à être les meilleurs, mais on ne nous apprend pas à être heureux. Donc ça me parle beaucoup. Moi, qui n'étais pas forcément un élève hyper studieux et attaché à la scolarité, ça me parle bien. J'ai été pris de court, hein. Il n'y a pas de souci. Allez, on commence avec toi, Raph. Alors moi j'ai une question. Si tu pouvais me donner un artiste et une artiste qui t'ont plus marqué, ce serait lequel, notamment dans les interviews que tu as pu faire? Bonne question. Il y en a eu beaucoup. J'ai fait plus de 200 interviews en 3 ans. La plupart se font au téléphone parce que je suis dans une région où il n'y a pas forcément beaucoup d'artistes qui viennent. Donc, une qui m'a beaucoup marqué, dont j'ai été très très fier par téléphone, c'est Olga Kurilenko, qui a quand même été James Bond Girl, qui a souvent joué aussi avec un artiste que j'adore, Rowan Atkinson, qui joue Mr Bean. C'est vraiment mon idole absolu. Sinon, physiquement, c'était au début de mon site internet. J'ai eu la chance de faire soprano dans les studios de Radio Star. Il m'avait accordé 5 minutes. Donc, c'était un super échange convivial. On a parlé un petit peu de son parcours. Mais après, il y en a tellement avec des artistes moins connus où je me suis régalé. Pour ceux qui vont voir le talk, je conseille de lire une interview comme celle avec Caroline Dusset où on a échangé pendant 2 heures sur son parcours. Alors, ça n'a peut-être pas forcément parlé au grand public, mais moi, j'aime les destins humains, j'aime les parcours. Et comme le mien est un petit peu particulier, qui n'a pas forcément suivi les rails basiques, j'aime beaucoup les destins. Ouais. Ok, merci, merci. On passe à toi, Richard. Moi, je voudrais savoir, j'imagine que chroniqueur, c'est ton métier principal actuellement. Et je voudrais savoir, vu que c'est vraiment un rêve d'être chroniqueur dans le football, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce métier? Comment tu es arrivé? Ouais, bonne question aussi. C'est un long chemin parcouru. Alors, j'ai plusieurs rêves, hein. Moi, j'essaie d'avoir plusieurs objectifs. Moi, je suis passionné depuis tout petit par le ballon rond. J'ai appris vers l'âge de 6-7 ans que mon cousin était Bernard Pardo. Donc, à l'époque, je n'étais pas trop conscient de la légende que c'était, mais maintenant, je suis vraiment content que ça le soit. Donc, après, moi, je suis un peu de l'époque Panini, donc je faisais cette collection-là, les stickers, je connais beaucoup, et je restais longtemps sur la page olympique de Marseille. Ce bleu m'attirait beaucoup. Et puis après, comme beaucoup, hein, je regardais les émissions comme Jour de foot, je regardais énormément la Ligue 1, j'achetais beaucoup les magazines. À l'époque, c'était 11 mondial. Il y avait même OM Mag, ça, j'ai la collection. Donc petit à petit, on s'y intéresse et j'ai eu la chance en 2015, donc il y a 6 ans, j'étais en plein cours. J'ai travaillé à l'époque pour le site OM Passion, bénévolement. Donc c'est un site un peu similaire au Phocéen avec moins de moyens, avec une ligne éditoriale un peu plus ultra. Et donc, on a fait un article avec un ami et j'ai contacté René Malville, c'était sur Twitter. Je lui ai dit, voilà, on a fait un article sur l'OM et ses supporters, on était en temps de crise déjà. Donc, il m'avait dit, écoute, viens à France Bleu Provence, il y a une émission qui s'appelle le Club Foot Marseille dans laquelle je suis chroniqueur, tu viens en dire 2 mots. Donc, j'y vais, mais dans l'insouciance, voilà, je me dis, je ne me pose pas trop de questions. Donc, je finis les cours, il faut que je suis en quelle classe, le collège. J'y vais tranquillement. Je suis reçu par Paul Ferrier, qui était l'animateur de l'époque. Et donc, je me rappelle, c'était en fin d'émission, j'ai parlé 1 minute. Alors, à mon avis, je devais avoir la voix tremblante, très gêné, parce que voilà, c'était déjà fou pour moi de rencontrer René, que j'ai toujours suivi à travers ses minutes et ses émissions. Et crescendo, je me rappelle, j'étais en plein cours de mercatique. Et il y a René qui m'appelle, il me dit, il y a Paul Ferry qui veut te voir ce soir pour faire community manager. Moi, je ne savais pas du tout en quoi ça consistait, mais je me suis dit, bon, c'est sympa, je peux aller dans les studios. Donc, au début, je ne parlais pas, et je tapais les propos de René et de Dédé de Roca, qui était aussi consultant. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre la parole, à donner mon avis, à gérer le Facebook Live. Donc, j'ai fait en tout 3 ans chez France Bleu Provence, 2 années formidables. La dernière, un petit peu moins. Donc, j'ai eu la chance après de rencontrer Yann Thérault qui travaillait à Radio Star, qui avait l'émission Mon OM à moi.
Il m'a dit, écoute, viens faire une période d'essai de 2-3 mois, on voit ce que ça donne, et puis après, on voit ensemble. Donc, j'ai été concluant, puisque là, ça va faire 3 ans que je suis chez Radio Star. Donc, dans mon OM à moi, une formidable émission qui a bien évolué, hein, parce qu'au début, on était 3. Et puis, on a René qui est arrivé, on a César qui est arrivé, et puis surtout aussi Amour, comme on la surnomme, Émilie Fargier. Donc, on forme une super équipe, et voilà, c'est que un beau chemin de parcouru, parce qu'en plus, avec Radio Star, j'ai eu cette chance au début de commenter l'OM Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France en studio. Et j'ai aussi fait les matchs de la Coupe du Monde en Russie. Donc, c'était hyper gratifiant, et je suis très heureux là où je suis en ce moment. Ok, merci. À toi, Christopher. Merci. Alors moi, ma question, elle est un petit peu tordue, mais vous allez voir un peu où je veux en venir. Enfin, tu vas voir. Le truc qui, moi, m'a un peu surpris, c'est de voir justement René Malvin d'aller, pour Touche pas à mon poste, venir incarner la voix marseillaise à Paris. Puis même, d'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'il a quitté Touche pas à mon poste, et puis finalement, il est retourné parce que d'un coup, il savait qu'ils allaient parler de Marseille, donc ça l'inquiétait beaucoup, en fait, qu'il ne soit pas là. Et en fait, je me suppose, parce que je vois en fait tout ce que tu développes, parce que tu as été comme un acteur finalement du développement de beaucoup de médias finalement à Marseille de manière générale. Est-ce que toi, tu crois qu'il pourrait y avoir en fait à Marseille une sorte de contre-pouvoir médiatique à Paris? Bon, comment dire, en restant raisonnable, hein, bien sûr, hein, parce que Paris reste Paris, quoi. Mais est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui est imaginable dans un futur proche, que se développe vraiment une sorte de contre-pouvoir médiatique voilà, à Marseille? Non, je pense que dans les médias, tout dépend de la région. Il y a des façons différentes de travailler. Moi, j'ai connu des personnes qui ont travaillé en Auvergne. César a travaillé dans les Ardennes. C'est une autre approche du métier. Souvent, j'entends ou je lis sur les réseaux sociaux qu'il y a une guerre entre les médias parisiens et marseillais. Alors souvent, c'est de bonne guerre, mais parfois, ça peut déraper. Ça vient souvent plus d'en haut que d'en bas. Pour revenir sur René, je me permets d'ajouter, parce que René est quand même un ami intime depuis pas mal d'années. Il s'est beaucoup régalé à Touche pas à mon poste. Il a adoré cette expérience. Moi, ça s'est fini. Il est parti vraiment avec fierté, et je suis vraiment fier de lui. Bravo, parce qu'il a eu le courage d'être comme ça. Et puis quand il y est retourné, pour la simple et bonne raison qu'il n'aime pas qu'on parle mal de Marseille, ou maladroitement. Voilà, parce que je pense qu'il connaît énormément du club, et il est beaucoup plus légitime que certains dans le plateau pour parler de l'OM. Donc, je pense qu'il n'avait pas envie de laisser l'image des Marseillais se faire salir par des personnes qui s'en seraient données à cœur joie, et qui n'avaient pas les tenants et les aboutissants non plus. Alors, on remercie René, bien sûr, et on le salue s'il nous écoute. Samuel, moi j'ai ma question pour finir cette émission. Donc, on a beaucoup parlé de ton impressionnant parcours. Donc, tu as une très très grosse expérience malgré ton jeune âge. Donc, OM TV, Provence TV, aujourd'hui tu es à Radio Star, tu as commenté des matchs de la Coupe du Monde, donc je viens d'apprendre, j'ignorais. Tu as une très grosse expérience. On peut dire que tu es peut-être le Pablo Longoria du journalisme, peut-être au final, avec un tel CV, parce que tu t'intéresses même au cinéma. Et quels sont tes projets et tes souhaits pour l'avenir, ta carrière? Effectivement, je pense que c'est un avantage d'être très curieux de nature. Moi, je sais que la culture cinéma, même théâtre, ça me vient vraiment de ma mère, hein. Je me rappelle, je faisais les avant-premières à l'âge de 13 ans à Aix-en-Provence. Je rencontrais des acteurs comme Omar Sy, Tahar Rahim, et j'étais un peu perturbé, parce que quand tu es jeune, tu dis, je les vois sur le grand écran, après je les vois physiquement, en réel, en face de toi. Donc, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, et je me suis vraiment intéressé à tout ça, surtout au cinéma français. Après, concernant mes projets, oui, il y en a. Je continue mes interviews, ça demande beaucoup de temps, parce que je vis vraiment de mes interviews, et aussi de Radio Star. Et puis après, oui, je travaille sur un projet actuellement, mais malheureusement, je peux pas en parler. Alors, tu reviendras nous en parler Avec grand plaisir. Quand il aura vu le jour. Merci Samuel, c'était un plaisir de te recevoir. J'espère qu'on aura le plaisir de te revoir à nouveau. Bien sûr, et même physiquement, quand ce Covid ne sera qu'un vieux souvenir, on pourra se voir au stade, ou même en Suisse, on ne sait jamais. Alors, on l'espère tous. Merci les gars, merci à vous de nous avoir suivis, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité, et allez l'OM, bye bye.